Les croisades ont apporté des avancées majeures dans les armures et armes des chevaliers médiévaux. Des innovations normandes du XIe siècle aux armures sophistiquées de la fin du XIIIe siècle. Les chevaliers cherchaient à réduire leur vulnérabilité et à maximiser leurs dégâts au combat. Aujourd'hui, dans Real Crusade History, nous allons entreprendre un voyage à travers la technologie militaire du Moyen-Âge et voir comment les combattants de l'époque relevaient dans les défis et les dangers de la guerre en s'armant pour le combat. Évolution de l'armure des chevaliers médiévaux durant les croisades. Par définition, un chevalier était un guerrier monté. Dans la plupart des langues européennes, le mot pour chevalier se traduit par cavalier. Chevalier en français, ritter en allemand et caballero en espagnol. Le mot anglais knight vient d'un terme anglo-saxon signifiant serviteur ou homme de main. Cela désigne le système féodal instauré en Angleterre après la conquête normande, où les chevaliers servaient un seigneur ou le roi. Le coût de l'élevage, de l'entraînement et de l'entretien des chevaux de guerre limitait la guerre montée aux classes supérieures de la société. L'armure et les armes d'un chevalier étaient également coûteuses. Les premiers chevaliers étaient peut-être les paladins de Charlemagne, qui à la fin du 8e et au début du 9e siècle portaient des armures romaines tardives simplifiées. Les casques ronds ou coniques étaient faits de plusieurs pièces, appelées Spangenhelms par les historiens modernes. Ils portaient des haubers de mailles, c'est-à-dire des tuniques faites de ce que nous appelons aujourd'hui la cotte de maille. À l'époque carolingienne, les guerriers francs utilisaient parfois des armures lamellaires ou à écailles, mais la maille restait la plus courante. Ces cottes de mailles, faites d'anneaux métalliques entrelacés, sont apparues d'abord dans les tombes celtes. Varron attribue l'invention de la maille aux Celtes. Sous Charlemagne, la cotte de maille carolingienne était plus courte et moins couvrante que les haubers des croisades. Elle arrivait aux genoux ou plus haut, portée sur une tunique en laine. Les manches dépassaient rarement le coude. Une fente du bas à laine, à l'avant et à l'arrière, facilitait la montée à cheval. En 805, Charlemagne ordonna que tout propriétaire d'au moins 300 acres porte une cotte de maille. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir cette armure. Le chevalier carolingien utilisait une épée courte pour couper et pour fendre, ainsi qu'une lance à large lame. Les boucliers ronds, d'1 mètre de diamètre, étaient faits de planches de bois. La surface, en cuir ou peinte, rendait les boucliers vikings très colorés, souvent ornés de dragons ou créatures fantastiques. Un trou était découpé au centre, et c'est là qu'une poignée en fer était rivetée. Un imbeau en métal recouvrait le centre du bouclier, protégeant la main. Les boucliers pouvaient être renforcés avec du métal sur les bords, mais malgré cela, ils pouvaient être taillés en pièces dans la violence des combats. Au début du Moyen-Âge, les guerriers d'infanterie se tenaient côte à côte. Les boucliers levés pour créer l'emblématique mur de bouclier, les grands boucliers ronds étaient munis d'une sangle pour l'avant-bras afin de stabiliser la prise du porteur. Cet équipement était la norme dans toute l'Europe du début du Moyen-Âge. Au XIe siècle, la Normandie était l'État le mieux organisé d'Occident, et son duc surpassait en richesse son suzerain, le roi de France. Les chevaliers du duc Guillaume constituaient le cœur de son armée, toujours plus professionnels et loyaux envers le conquérant. Il n'est pas étonnant que la tapisserie de Bayeux soit notre source principale sur les armes et armures de l'époque. Une œuvre brodée par des nobles dames normandes pour commémorer la conquête de l'Angleterre par Guillaume en 1066. Les Normands sont connus pour le casque nasal conique, caractérisé par une protection nasale qui descendait au milieu du casque pour protéger le visage du porteur. Ce nasal pouvait être assez grand, comme le montre la tapisserie de Bayeux où le duc Guillaume soulève son casque pour que ses troupes puissent le reconnaître. Le casque du Xe siècle de saint Venceslas, conservé à la cathédrale de Prague, arbore un motif du Christ crucifié sur le nasal. Le casque normand conique, très efficace, est resté populaire jusqu'au XIIIe siècle. La cotte de maille longue fut la principale défense du chevalier. Les Normands prolongeaient les manches de leur cotte de maille jusqu'au milieu de l'avant-bras et protégeaient le reste du bras avec du cuir. La plupart des chevaliers du XIe siècle ne protégeaient pas leurs jambes, même si les chausses en maille apparaissaient.
La tapisserie de Bayeux montre uniquement le duc Guillaume et d'autres nobles portant cette protection aux jambes. La plupart des chevaliers portèrent des chausses en tissu, mais le bouclier a évolué pour mieux protéger leurs jambes. Le bouclier allongé en forme de cerf-volant, prisé par les Normands, était arrondi en haut puis se rétrécissait en une pointe vers le bas. La chroniqueuse byzantine Anna Comnène affirme que les boucliers des chrétiens occidentaux étaient assez grands et impressionnants pour un fantassin. Ils étaient utiles car ils supprimaient en l'espace aux jambes exploitées avant. Magnus Pieds-Nus, roi de Norvège, nommait son épée « mort-jambe ». Ces boucliers en forme de cerf-volant étaient faits de bois et recouverts de peinture ou de cuir. Ils n'étaient pas plats, mais légèrement courbés verticalement pour offrir une certaine protection sur les côtés du corps. Avant l'ère de l'affichage héraldique, les images sur les boucliers étaient parfois arbitraires ou revêtaient une autre signification. Ils pouvaient être peints d'une couleur unie, avec des groupes de points, une croix tourbillonnante ou des motifs d'ours, de lion ou de dragon. Certains de ces boucliers avaient également des zumbos en métal, comme leurs homologues ronds plus anciens. Pour le chevalier du XIe siècle, l'épée symbolisait le statut et le pouvoir. Elle était utilisée lors de la cérémonie d'adoubement et à d'autres occasions, comme le couronnement d'un roi. Sur la tapisserie de Bayeux, un chevalier normand à cheval utilise efficacement son épée contre l'infanterie anglo-saxonne et leurs armes. Elle possédait une lame large, à double tranchant, d'environ 76 cm de long, soit 2 pieds et demi, avec une pointe légèrement arrondie. Conçue pour couper et trancher plutôt que percer, elle se maniait à une main. Les meilleures lames étaient parfois incrustées de cuivre, bronze, argent ou or. Un forgeron d'épée compétent était très estimé. Ces épées, fabriquées en un mois, valaient plus de 100 bœufs. L'épée était dans un fourreau à la hanche gauche, suspendue par une ceinture et des sangles ou boucles. Les lances, moins chères et plus répandues, restèrent toutefois très efficaces. L'infanterie et la cavalerie utilisèrent la lance, celle du cavalier étant plus longue et lourde. La lance moyenne en frêne mesurait environ 6 pieds. La tapisserie de Bayeux montre des chevaliers brandissant leur lance sous le bras droit ou en position basse ou haute pour sonder les formations ennemies. Les lances étaient aussi utilisées comme javelots. Une partie de la tapisserie représente des chevaliers avançant avec de longues lances abaissées, prêts à charger, tandis qu'à l'arrière, d'autres maniaient des lances légères à pointe barbelée. La bataille d'Hastings fut un affrontement entre l'ancienne méthode de combat d'infanterie des Anglo-Saxons et la nouvelle cavalerie lourde des Normands. L'armée anglaise de Harold Godwinson utilisait encore le mur de boucliers viking, bien qu'elle adopte les nouveaux boucliers cerfs-volants pour un mur solide. Au XIe siècle, les hommes d'Harold repoussaient les Normands avec leurs haches puissantes. La hache large scandinave, longue de 1,20 à 1,50 mètres, était la hache de combat la plus courante, avec un tranchant en acier capable de couper membres et têtes. Nous voyons ici une formation dense de housecarls anglo-saxons, avec boucliers, lances et haches. Une masse d'armes sert aussi de projectiles. Les Normands chargent à cheval, lances et boucliers cerfs-volants en main. Remarquez la nasale visible sur les casques normands et anglais. Les armures et armes des chevaliers occidentaux au XIe siècle ont peu évolué jusqu'au début du XIIe siècle. Ce chevalier du psautier hunterian, XIIe siècle, est armé comme les Normands de la tapisserie de Bayeux. Alors qu'est-ce qui a changé dans cette représentation de la fin du XIIe siècle du martyr de saint Thomas Becket ? La cotte de mailles masculine, plus longue et dépassant les genoux, s'accompagne plus souvent de protection des jambes chez les hommes. Les bras sont maintenant entièrement couverts de mailles, avec de nombreuses cottes de mailles fabriquées avec des manches intégrées. Des moufles appelés mufles étaient utilisés, ces moufles étaient fendus, permettant aux porteurs de les retirer à volonté. Boucliers et épées ressemblent beaucoup à ceux du XIe siècle. Les casques coniques ont été largement employés jusqu'au milieu du XIIe siècle, parfois arrondis ou effilés à l'avant selon le style phrygien. À la fin du siècle, les dessus plats protégeaient un peu mieux les casques. Cependant, les illustrations contemporaines montrent souvent ces casques fendus en deux par des coups d'épée ou de hache. À la toute fin du siècle, les chevaliers ont expérimenté des protège-visages en fer. Il s'agissait de pièces séparées attachées sur le visage pour renforcer la protection du casque. Et la coiffe de mailles, d'ailleurs, les coiffes de mailles ont commencé à inclure un rabat supplémentaire de mailles, le ventail, qui était attaché sur la gorge et la partie inférieure du visage.
L'une des innovations majeures de cette époque fut la large adoption du surcot. Vêtements amples et fluides, souvent sans manches, portés sur la hauberge de maille. Ils auraient été adoptés pour la première fois par les croisés sous la chaleur du Moyen-Orient. Le surcot ample et fluide bloquait l'éclat direct du soleil, réduisant ainsi la chaleur de l'armure métallique. Ils furent finalement décorés d'héraldique, ce qui pourrait expliquer leur popularité même dans les climats froids. Les vêtements portés sous l'armure, appelés pourpoints, devinrent plus épais et rembourrés. Encore une fois, cela pourrait être un héritage des croisades, au cours desquelles les chevaliers occidentaux affrontaient Trahan les archers, montée rapide des Turcs face à de tels adversaires. Un épais rembourrage amortissait les flèches. Les chroniques rapportent que des chevaliers croisés sortaient des combats couverts de flèches, mais indemnes, puisque la cotte de maille et les pourpoints rembourrés protégeaient encore la chair du chevalier. Cette image provient de la Bible de Winchester, datant d'environ 1170. Notez que ces chevaliers ne portent toujours pas de surcot, encore rare hors de la Terre Sainte avant le XIIIe siècle. Les chevaliers portent des chausses et tuniques de mailles jusqu'aux genoux, ainsi que des casques arrondis. Plutôt que le casque conique des Normands à gauche, on voit ici la version de style phrygien du casque nasal. Plaque en bronze doré datant d'environ 1150, présentant une ressemblance avec l'équipement de la tapisserie de Bayeux. Pas de surcot, mais les chevaliers portent des haubères de mailles sous les genoux. Les boucliers sont identiques à ceux du XIe siècle. Cependant, l'histoire est différente dans cet exemple tiré d'un manuscrit de la vie de saint Guthlac du XIIe siècle. Ces chevaliers ont des haubères, boucliers et casques plus courts. Les boucliers sont aussi plus plats et les casques arrondis ou à sommet plat. Au début du XIIIe siècle, les chevaliers en armure dominaient encore la guerre en Europe et en Terre Sainte. En groupe, les chevaliers occidentaux lançaient des charges de cavalerie difficiles à repousser. Au XIIIe siècle, l'équipement des chevaliers occidentaux se complexifie grâce à l'essor économique de l'Occident chrétien, permettant l'amélioration constante de leurs armures. De plus, les croisades au Levant oriental, où les adversaires les plus dangereux étaient les archers montés turcs, ont poussé les Occidentaux à rechercher une augmentation de la couverture et de la solidité de l'armure. L'équipement du chevalier changeait peu en Europe. Un haubert de maille avec une coiffe de maille intégrée pour couvrir la tête, ainsi que des moufles de maille pour protéger les avant-bras et les mains, des chausses de maille ou des jambières pour protéger les jambes. Un casque, une épée, une lance, un bouclier. Le casque à sommet plat, en vogue à la fin du XIIe siècle, reçut au XIIIe siècle une protection faciale munie de vue pour les yeux et de respiration pour la ventilation. Un bonnet matelassé était porté dessous. Les deux sont visibles sur le reliquaire de Charlemagne, à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Vers 1207, le casque présentait une protection de nuque qui, dans les années 1220, devint fixe et plus étroite, reliée à la protection faciale, formant un casque cylindrique à sommet plat. Célèbre sous le nom de Grand Aume. Dans les années 1260, le sommet fut incliné pour dévier les coups d'épée. C'est le célèbre aume en pain de sucre. Au XIIIe siècle, une crête décorative a été largement adoptée au sommet du casque. Le premier exemple documenté de cela remonte à 1194 sur le grand sceau du roi Richard Cœur de Lion d'Angleterre. Le casque à rebord devint aussi populaire à cette époque et apparaît fréquemment dans la Bible de Morgane. Utilisé par les chevaliers, il était surtout populaire chez les troupes communes, comme les hommes d'armes et archers. Au XIIIe siècle, le haubert descendait à mi-cuisse et avait de longues manches finissant par des moufles protégeant les mains. Pour renforcer leur défense, de nombreux chevaliers portaient une cotte de plate, surcot doté de plaques d'acier rivetées verticalement au tissu. Cette cotte de plate figure sur une statue allemande d'un garde endormi de 1270. La cotte de mailles était très efficace, mais elle avait certaines limites. Elle était particulièrement vulnérable aux traumatismes contondants qui pouvaient provoquer des fractures et d'autres blessures internes. Même si la maille empêchait la pénétration, à mesure que les armes devenaient plus lourdes et plus puissantes, les chevaliers commencèrent à renforcer leur cotte de mailles. Dès le milieu du siècle, les premières armures de plate apparaissent avec de petites plaques fixées aux genoux, coudes et épaules. Demi-jambières. L'armure de plate pour protéger les jambes apparut aussi à la fin du siècle, grâce à l'amélioration des armures.
L'énorme écu en forme de cerf-volant tomba en désuétude, remplacé par le plus petit écu en forme de fer à repasser. Avec le visage et les jambes désormais mieux protégés, l'écu en forme de fer à repasser était plus pratique. Il avait une forme triangulaire. Le bord supérieur plat permettait au chevalier une meilleure visibilité. Lorsqu'il tenait son bouclier levé, comme il n'était pas aussi long, l'écu en forme de fer à repasser était plus facile à manier pour le chevalier monté. Avec l'amélioration de l'armure, les chevaliers renforçaient tant leurs armes. Les épées étaient plus lourdes, longues et dotées de quillons élargis. Elles arboraient des pommeaux lourds en forme de roue, trèfle ou boule pour équilibrer les lames plus lourdes. Au XIIIe siècle, la lame mesurait en moyenne 100 à 107 cm. Merci d'avoir regardé. Maintenant, découvrez notre série de vidéos sur la vie du roi lépreux héroïque de Jérusalem. Baudouin 4, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour regarder. Abonnez-vous et visitez-nous sur Patreon via le lien en description.